Ok. Eh ben, merci d'être venu. Du coup, on va parler des- du coup, on va parler des API. Je m'appelle François-Guillaume Ribro. Je suis actuellement architecte et responsable des développements numériques chez Ouest France. Je fais aussi du conseil. Et en parallèle de ça, j'ai créé des SaaS. Donc, qui sait ce que c'est un SaaS? Donc ça, c'est Software as a Service. Donc, c'est la capacité de prendre un abonnement sur des outils en ligne. Donc ImageChart, ça permet de générer des graphiques à partir d'une URL. Ça permet de générer des graphiques à partir d'une URL. Quand vous avez besoin de générer des graphiques pour envoyer des rapports dans des emails ou dans des rapports PDF, ça peut être un peu chiant si on n'utilise pas un framework adéquat. Et du coup, Google avait fait une solution, mais ils l'ont coupé. Et ImageChart, c'est le remplacement API compatible de ça. Et Redsmin, qui fait du Redis ici? Qui utilise Redis? Quelques-uns. Donc du coup, c'est un outil d'administration pour Redis, un peu le PHP-MyAdmin pour Redis. Bref. Avant de commencer à parler des API, on va revenir un peu en arrière et on va parler de Christopher Strachey. Christopher Strachey, c'est quelqu'un qui était dans le laboratoire de Turing lorsqu'il était en train de travailler sur les premiers micro-ordinateurs. Et Turing cherchait quelqu'un pour être responsable de la partie développement. Et donc c'est là où notre Christopher Strachey entre en scène. Donc c'était parce que c'était le meilleur développeur du laboratoire. Et il a fait il avait certaines convictions et l'une d'elles c'était de dire qu'on était encore dans un état, donc bon c'était il y a 50 ans, mais on est encore dans un état de développement primitif et on ne connaît pas encore les grands principes sous-jacents à notre métier. Et plutôt que dans les universités apprendre l'état de l'art, tel ou tel framework, parce qu'on voit que ça change de toute façon depuis 50 ans ça a changé, ou telle librairie, plutôt se concentrer sur c'est quoi les grands principes fondamentaux qu'on doit respecter et qui sont intemporels. Et ça tombe bien parce que, alors il y en a un autre qui est un peu plus connu maintenant qui dit la même chose. Lui, il parle de réfléchir en tant que premier principe, c'est quoi les grands principes? Alors, lui, il parle de principes physiques. Quels sont les grands principes physiques? Et après, c'est ça qui va guider ma décision. Et du coup, dans ce qu'on va voir là, pendant 50 minutes, c'est des principes à dimension intemporelle. C'était des principes qui étaient valides il y a 20 ans, c'est des principes qui sont valides maintenant et qui sont, je l'espère, valides dans 20 ans. L'intérêt, c'est qu'on n'a pas besoin de réapprendre tout le temps, il suffit de suivre ces principes-là et normalement, on ne se plante pas trop. Donc API, ça veut dire Application Programming Interface. Dans les années 60, les API, c'était plutôt les contrats d'interface des bibliothèques qu'on allait mettre dans son programme. Les API à travers le réseau n'existaient pas encore. Entre 80 et 90, on commence à voir apparaître le réseau et avec ça, un système d'échange entre zones mémoire disponibles à travers le réseau. Et donc c'est là où on voit apparaître tous les systèmes de message queuing, d'échange par message. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a fait si on analyse un peu la chose, on a fait une bifurcation pour arriver sur l'approche point à point, donc des API request reply, pour progressivement là revenir peut-être un peu plus sur une approche asynchrone avec des échanges de messages. Comme Alan Kay avait pensé d'ailleurs la programmation objet. Et puis en 2000, dans la fameuse thèse de Rolf Fielding, chapitre 5, on a une définition du representational state transfer, où il nous dit que on va pouvoir modéliser nos API en se basant sur du HTTP et en utilisant tout ce que HTTP nous offre. Ce qui est très intéressant, c'est que la première partie de REST, la partie c'est la partie représentation, et à l'époque, l'objectif, c'était de dire le client va pouvoir choisir le format qu'il souhaite, dans quel format il souhaite recevoir la donnée. Bon, on remarquera que 20 ans plus tard, en fait, on n'envoie que du JSON maintenant. Et puis, vers 2010, on a un changement de mentalité. Les API, initialement, étaient au sein du système d'information, pas exposés à l'extérieur, on n'était pas sur une approche de plateforme, de self-service, etc. Et donc là, il y a un changement de mentalité qui s'opère, et on est maintenant sur une approche où il est dommage de développer une API au sein de son système d'information et de ne pas l'exposer à l'extérieur, et surtout de ne pas la monétiser à l'extérieur. Et ça soulève plein d'autres choses. Puis en parallèle, on a toujours les protocoles RPC hipster qui changent au fil du temps. Très rapide historique, pas du tout exhaustif. On revient sur notre partie, est-ce que notre API passe le contrôle technique? Alors qu'est-ce qu'un contrôle technique? Un contrôle technique, c'est 131 points de contrôle, 410 points de défaillance. Si je vous demande là maintenant de mémoriser 131 points de contrôle, c'est bon. Vous allez tous y arriver, mais ça va prendre un peu de temps. La bonne nouvelle, c'est que l'humanité a trouvé la solution.
pour mémoriser des choses et compenser les limites de notre mémoire humaine et de notre attention, et ça s'appelle des checklists. C'est pour ça qu'on les retrouve dans plein d'autres domaines, et on peut les retrouver aussi en informatique. Donc c'est bien l'objectif d'une checklist, c'est de pallier à notre incapacité de mémoriser de grandes quantités d'informations et aussi de notre capacité de concentration. Alors le titre de la conf c'est 70 points de contrôle, en fait maintenant il y en a 80 et puis il y a un an il y en avait une trentaine. Plus on avance dans le temps, plus on en rajoute. Donc ça représente un peu ça. Alors vous inquiétez pas, à la fin vous aurez un lien pour pouvoir les télécharger, tous ces principes-là. Et la première chose que vous pouvez vous dire, c'est mais j'ai 70 choses à faire lorsque je mets en place mon application, mon API, ça va prendre un peu de temps quand même. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire? Ne dit-on pas, il faut faire petit pas par petit pas. Alors on va se permettre de faire un petit travail intellectuel et de se dire que, imaginons un monde alternatif, où en fait la bonne pratique c'est de mettre le plus de contraintes en amont, c'est-à-dire de mettre les 70 points d'un seul coup dans l'API dès le début du projet, quitte à le décaler. Alors là, on se dit tout de suite, oula, ça va prendre du temps. Puis en plus, j'ai jamais fait tous ces points-là. Il y a beaucoup de points que je n'ai jamais mis en place. Mais en fait, je vais me baser sur le proverbe français qui dit c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Personne ici n'est né forgeron. Donc la traduction finlandaise, c'est personne n'est né forgeron. Personne ici n'est né développeur d'API. Qui a déjà développé une API? J'aurais dû dire l'inverse. Ok. Personne ici n'est né développeur d'API. Par contre, si je vous demande de développer une API là maintenant, juste en exposant une ressource, à la fin de la journée, on est à peu près sûr que tout le monde a son API avec une ressource. Et pourquoi maintenant vous êtes beaucoup plus efficace pour produire ça? Comme le disent les Allemands, c'est que l'exercice a fait le maître. Plus vous avez répété le développement d'une API CRUD ou ce que vous voulez, maintenant, plus vous êtes efficace. Et plus vous ajoutez de choses au passage. Mais comment est-ce qu'on sait qu'on a implémenté tout ce qu'il fallait dans notre API? Et donc c'est là où les Japonais nous disent qu'il est impossible de réciter un sutra sans l'apprendre auparavant. En d'autres termes, si on ne prend jamais le temps de se poser et de savoir l'ensemble des choses qu'on doit intégrer dans une API, on ne saura jamais où on se trouve. Et donc c'est tout l'objectif de cette présentation. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que quand l'humain s'entraîne, il devient très très fort. Bon, il y en a plein des vidéos comme ça sur Internet, et puis ça pourrait prendre un petit moment, mais ça, en informatique, c'est exactement la même chose. Plus on fait le geste, plus on est efficace et rapide à faire le geste. Et c'est plus un sujet de temps. Et on connaît des développeurs très réputés qui sont capables de sortir une librairie open source par jour, full testée, full documentée, avec tout ce qu'il y a, notamment TiGWallowshock pour ceux qui connaissent, et avec un niveau d'exécution que rarement atteint. Donc, on n'a pas encore développé notre API, on est dans l'étape avant le développement. La première chose qu'on va se demander, c'est qu'on est un peu comme le grand architecte dans Matrix, on est dans une pièce blanche, quel est notre but? C'est quoi le but de développer cette API? Il y a forcément une raison. Bon, la raison habituelle, c'est on a besoin de faire de l'argent. Malheureusement, c'est notre société. Qui ici a déjà entendu parler de ce qu'était une SLO? Ok. Donc, on a besoin de définir c'est quoi un peu nos objectifs business qui sont la cause du développement de cette API et qui vont pouvoir aussi évaluer est-ce que cette API a bien été développée ou pas, est-ce qu'elle est efficace ou pas. Donc on a ce qu'on appelle les SLO, Service Level Objectives. Donc un objectif par définition, vous connaissez tous sans doute le principe SMART, ça consiste à dire que l'objectif il doit être mesurable, il doit être sur une période de temps et il doit dire d'où on le mesure et qu'est-ce qu'on mesure. Ce qui est intéressant avec ces objectifs-là, c'est qu'ils vont pouvoir alimenter nos dashboards et nos alertes. Un exemple, quand je vous donnais l'exemple d'ImageChart tout à l'heure, ImageChart, en fait c'est un concurrent à Google, mais Google a coupé son service, donc c'était beaucoup plus facile. L'objectif c'était que je dois avoir 95% de la latence de génération des requêtes d'images qui doivent être inférieures à 400 millisecondes sur le mois worldwide, parce que n'importe qui peut requêter ça. Donc ça c'est un objectif. Puis ensuite cet objectif, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il est basé sur des indicateurs, sur des métriques. Donc là, rien de nouveau, on sait ce que c'est la latence, le temps de réponse, etc. Et il y a un troisième volet, donc là on a défini des objectifs basés sur des indicateurs, et il y a un troisième volet qui est la partie agreements, la partie contractuelle, qu'on appelle les SLA. Qui ici utilise Slack? Qui ici paye Slack? Slack, ils ont des SLA pour les utilisateurs payants. Ça consiste en quoi? Ça consiste à dire qu'ils s'engagent à avoir un certain niveau de disponibilité, et s'ils ne l'atteignent pas, vous allez avoir des crédits sur le mois suivant pour moins payer. Google a aussi des SLA, mais on ne gagne pas d'argent quand le moteur de Google tombe.
En fait, les SLA n'incluent pas forcément une compensation financière. L'important en fait des SLA, c'est que ça permet de définir des conséquences si les objectifs ne sont pas atteints. Et c'est extrait d'un super bouquin gratuit publié par Google, qui s'appelle SRE Book, que je vous conseille fortement de lire, ou en tout cas de survoler. Donc là, on a défini nos objectifs business. On n'a pas encore développé l'API, on est en France ou en Europe. On est en Europe et en France. Et on a notamment RGPD qui entre en jeu. La bonne nouvelle, c'est que la CNIL, au passage, a publié cette semaine un super article sur tout ce qu'il faut mettre en place lorsqu'on développe une API, l'architecture qu'il faut mettre derrière, modélisation de base de données, etc. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Je sais que c'est tout de suite moins marrant qu'on en parle, mais il faut évaluer un peu les risques. Est-ce que cette API, qu'est-ce qui se passe en cas d'accès illégitime à la donnée? Si des gens partagent leurs photos personnelles via mon API et que mon API permet d'y accéder, il y a quand même un certain niveau de problème si quelqu'un d'autre accède à ces données-là. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un changement illégitime de la donnée? Si quelqu'un modifie la biographie de quelqu'un d'autre ou que sais-je. Et qu'est-ce qui se passe en cas de disparition, suppression de la donnée? Et à chaque fois, on doit se poser la question, quelle est la vraie vraisemblance que ça arrive? Donc ça, c'est la base en termes d'analyse de risque et de sécurité. Et puis après, hop là, pardon. Et puis après, on a pour les API surtout, la notion de PIA. Donc, est-ce que je collecte des données sensibles, donc des opinions politiques, des orientations sexuelles, etc. Est-ce que j'évalue ou je note des gens? Ou est-ce que je traite des données de personnes âgées, d'enfants ou d'handicapés, des gens qui, selon la loi, sont considérés comme vulnérables? Et donc ça, en fait, si on répond oui à 3 de ces questions, donc il y en a une dizaine, eh bien on doit écrire un PIA, légalement. Donc une fois qu'on a fait ça, on voit à peu près le risque, parce que le risque va avoir le risque et les enjeux qui sont derrière cette API vont avoir un impact sur l'architecture. On ne va pas faire la même modélisation de base de données, en tout cas la même mise en place de l'infrastructure si on traite des données sensibles ou pas. Puis vient enfin le nom j'ai enfin créé mon repo, quel nom je donne à ce projet. Donc la grande question existentielle de nous tous. On connaît tous la citation de Phil Carton qui dit, bon, il y a 2 choses complexes en informatique, la validation du cache et nommer les choses. On va parler de nommer les choses. Si je vous dis que le service, on va l'appeler, ou l'API, on va l'appeler UPS, ça normalement vous parle pas, ou RCPU, ou Ghostbusters, bon, là, on peut peut-être imaginer qu'il y a des choses, ou, ça va, ok, j'ai un petit problème de, hop, ou, ouais, bah, ok, le spoiler, super, tac, ou Thanos Service, on peut imaginer que c'est pour faire du Chaos Monkey sur l'infrastructure, mais c'est pas encore très clair, quoi. Par contre, si je vous dis que l'API va s'appeler User Preference, bah là tout de suite vous comprenez de quoi il s'agit. Ce qui est très intéressant, c'est que même des gens non techniques vont comprendre de quoi il s'agit. Et en fait, on en tire un principe qui s'applique aux API, mais qui s'applique de manière générale à l'informatique, au niveau infrastructure, au niveau architecture, au niveau développement, c'est que le nommage doit être ennuyeux. Le nommage, il doit être descriptif, il doit être non ambigu, et il doit être transparent. User Preference, c'est transparent. Je peux parler avec même quelqu'un qui parle pas trop l'anglais dans une entreprise un peu, voilà, ça marche. Il comprend ce que ça veut dire. Ce qui est très intéressant, c'est que ça me permet aussi de respecter d'autres principes, notamment le principe de source de vérité unique et de séparation d'intérêts. Oui, parce que je peux avoir qu'un seul service, user préférence, dans mon système d'information. Si je respecte ce principe-là, que le nommage doit être ennuyeux. Donc ça y est, on a trouvé un nom, on va commencer le développement. Et bien entendu, la première chose qu'on va faire, c'est connecter notre API à un système centralisé de gestion de l'authentification et de l'autorisation, qu'on appelle aussi un IAM. Peut-être que qui n'a jamais entendu parler de ce qu'était un IAM? N'hésitez pas à lever la main. Hop, ok. Donc un IAM, ça a 3 grandes responsabilités. Ça gère l'authentification, l'autorisation et l'audit. La dernière partie, l'audit, c'est un point fondamental dans une stratégie de sécurité, et notamment ceux qui ont beaucoup d'expérience, c'est-à-dire les grosses boîtes type Google, nous donnent beaucoup de retours là-dessus, en nous expliquant que de toute façon, il va y avoir des trous. Ce qui est très important, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Malheureusement, une fois que le problème est arrivé. Donc arrêtez d'être aveugle sur ce qui se passe en production. Et l'IAM va nous permettre de faire ça. Alors, pour reprendre un papier de Berkeley qui remontre un peu comment est construit un système d'information, il nous explique qu'il y a une première couche qui est la partie physique. Donc là, on va retrouver nos serveurs, la gestion du réseau, le stockage. Okay. Ensuite, on va avoir une première partie de virtualisation, ou en tout cas de services. Donc là, on va retrouver nos machines virtuelles, notre gestion logique du réseau, notre block storage, et c'est là où on retrouve notre IAM.
Donc l'IAM, ce qui va gérer l'authentification et les autorisations sur tous nos éléments d'infrastructure et aussi nos applicatifs, c'est quelque chose qui se trouve au cœur du système d'information et c'est assez fondamental. On ne peut pas, notamment actuellement, déployer sur le cloud sans avoir besoin de gérer au sujet des informations auprès de l'IAM. Et c'est pas pour rien en fait. On notera aussi que le monitoring, normalement, c'est une brique cœur de SI et tout le monde se plug dessus. C'est pas chaque équipe qui maintient sa propre stack de monitoring. Et puis par-dessus, on va avoir tout un système de catalogue, donc ça dépend aussi de la maturité du système d'information. Et par-dessus, on va avoir les équipes qui vont construire les fameuses API, les applicatifs, etc. Et l'entreprise, son job, c'est de fournir aux équipes cette partie-là. Et après, les équipes, elles ont les objectifs business et c'est elles qui font la résolution. Donc ça, c'est dans un monde parfait, ça dépend de la vieillesse de l'entreprise. Alors un IAM, comment ça marche ? On a notre API en haut à droite, dans la technologie qu'on souhaite, ça c'est super. On a notre client d'API à gauche, et on va avoir une sorte de middleware, de filtre, qui va, pour chaque requête, intercepter la requête, transférer des informations sur cette requête à l'IAM. Et ce que va faire l'IAM, c'est que lui, il sait, alors déjà, il va pouvoir authentifier la requête, est-ce qu'il y a une token de préciser, est-ce que cette token est valide, etc. Identifier la personne ou le service, et puis ensuite évaluer les permissions. Donc les permissions se trouvent qu'à un seul endroit de mon système d'information, ce qui est compatible d'ailleurs avec le fait de dire qu'on doit être source de vérité unique. Il va y avoir une évaluation des permissions, une décision. La décision va être enregistrée dans l'audit. Donc l'audit, c'est un log qui me permet de savoir qui a fait quoi et quand. Et le qui peut être un applicatif ou un humain. Puis ensuite, cette réponse va être retournée au middleware, qui lui va ou pas transférer l'information au handler de l'API. Donc ça, c'est le grand principe d'un IAM. On en retrouve un peu partout maintenant sur Internet. Alors vous avez une version open source qui s'appelle Keycloak, qui est développée en Java, supportée par Red Hat, mais on a aussi des versions dans le cloud comme AWS Cognito ou Google Cloud Identity. Et là, normalement, quand je présente ça, c'est de moins en moins le cas, mais le premier réflexe, surtout chez les ops, c'est de dire, oui, mais ça veut dire que toutes les API, il faut qu'on les authentifie, ça veut dire que les appels entre API, même si c'est dans mon système d'information, doivent être authentifiés. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas juste un gros firewall autour du système d'information, et puis personne ne va pouvoir entrer, ça va bien se passer. En fait, ce modèle de pensée, il remonte aux années 90, qui consiste à dire que votre système d'information, c'est un château fort, il y a un pont-levis au milieu, et le pont-levis, c'est là où on met le firewall, on met le WAF, variation de firewall, et c'est là où les méchants pirates vont passer, mais aussi les gentils utilisateurs. Et donc on va tout blinder au niveau du pont-levis, mais comme le reste, de toute façon, c'est une muraille, il n'y a pas de risque. Donc ça, c'était ce qu'on appelait la sécurité par périmètre dans les années 90. Et dès les années 2000, on a eu un changement de mentalité qui s'est opéré. C'est qu'on a commencé à prendre des outils en dehors du système d'information. Slack, typiquement, vous ne l'hébergez pas sur votre système d'information. Il est en dehors du système d'information. Pourtant, il faut quand même qu'on le connecte. Il faut mettre en place de l'authentification AD, notamment, pour pouvoir se connecter. Et puis, il y a plein d'autres outils comme ça qui sont en dehors du système d'information. Donc, en fait, le périmètre a commencé à devenir un peu plus flou. Puis on a aussi un autre point, c'est que, notamment pour des raisons écologiques, les gens ont voulu aussi commencer à travailler de chez eux et pas faire 30 minutes de route et polluer. Et donc on a eu besoin de mettre en place qu'ils puissent travailler depuis chez eux, notamment sur tout ce qui était télétravail. Et donc on a eu besoin de mettre en place des VPN. Mais si on résume un peu ce qu'est un VPN, c'est quand même une super porte d'entrée. Un attaquant va peut-être vouloir s'attaquer directement à la machine qui est connectée en VPN pour accéder à ce qu'il souhaite sur le réseau. Alors bien sûr, sous-entendu que le réseau n'est pas totalement tout ouvert, bien sûr. Mais dès les années 2000, on a eu ce problème-là. Et en fait, maintenant, on en vient au point de se dire, de toute façon, on ne sera pas capable de tout empêcher. Et il est préférable d'être dans un mode où on ne fait confiance à personne, ce qu'on appelle aussi le mode Untrusted Network, on fait confiance à personne, que d'être dans le mode de se dire, je vais faire confiance à même la machine qui se trouve juste à côté de moi. Donc les systèmes un peu plus récents comme Istio, qui sont un service mesh sur Kubernetes, eux, ils parlent d'application segmentation, en disant que c'est du zero trust. Mais en fait, c'est exactement la même chose que le principe un peu plus haut niveau qui s'appelle le Untrusted Network. Donc notre API, on n'a même pas commencé à écrire la première ligne de code, mais on a trouvé son nom. On sait qu'on doit la connecter à un IAM, donc on a défini le client dans l'IAM, etc. Il faut aussi anticiper le fait qu'elle va évoluer dans le temps. Les humains, on a cette fâcheuse tendance à tester des choses et attendre d'avoir mal avant de trouver la solution. Le problème, c'est que si on attend d'avoir mal avant de trouver la solution, notamment sur les problématiques de versionning, on va avoir très mal. On va voir ça juste après. Par chance, on a des standards qui commencent un peu à émerger, notamment en sémantique versionning. Alors,
la semaine dernière sur Twitter, il y en a qui parlaient du calendar versioning. C'est un autre sujet, on peut en parler si vous voulez en off. Et ce qui est intéressant avec le semantic versioning, c'est que c'est quand même de plus en plus supporté, et pour peu que les commits, on les a mis sous un certain format, on est même capable de générer un changelog, voire même de générer la release qui va bien, avec ce qu'on appelle notamment du conventional commits. Revenons à la problématique de version. Peu importe l'année, on a besoin que le client exprime à l'API la version qu'il souhaite, le format de données qu'il souhaite avoir, et donc les primitives associées. Donc du coup, GitHub, par exemple, donc là on est un peu sur du HTTP, mais ça peut s'appliquer à d'autres choses. En HTTP, on va pouvoir passer un header qui va pouvoir dire je veux le format GitHub en version 3 et en JSON. Ça, c'est un peu ce qu'on a de meilleur pour exprimer une version d'API sur du REST. Encore une fois, parce que ça n'a pas été défini dans la spec initiale de Rolf Edling. Une autre approche, c'est l'approche par sous-domaine. Je ne dis pas que c'est une bonne idée, mais ça peut faire office de versionning. Une autre approche, si on est sur du HTTP, c'est d'utiliser le pass. Et là, typiquement, on voit que Twitter, ils n'ont pas anticipé l'avenir. Et puis une autre approche, c'est celle de Twilio, c'est de faire du calendar versioning. Bon, alors il y a sans doute des gens qui ont fait aussi avec la query string. Si vous avez des références, ça m'intéresse. Juste pour la culture. Et enfin, on a Stripe. Qui ici a déjà dû maintenir en production 2 versions d'une API? C'est douloureux? Stripe, ils ont trouvé la réponse. Et ça fait plusieurs années qu'ils ont trouvé la réponse. C'est assez bizarre d'ailleurs que ça ne soit pas plus connu. Donc du coup, l'idée, c'est de prendre quelques minutes pour en parler. Stripe, en fait, en production, ils ont toujours la même version de leur API, la dernière version. Ce que nous, on a l'habitude de faire quand on doit maintenir une V1 et une V2 en production, c'est qu'on déploie la V1 et la V2, puis après, on a des branches, et c'est pas marrant. Pour déployer à chaque fois, backporter aussi les correctifs. Donc ce que fait le client avec Stripe, donc ça c'est mon applicatif, il exécute une requête sur l'API de Stripe, et il n'est même pas obligé de préciser une version. S'il ne précise pas de version, on va voir comment ça va se passer. Il se connecte, il envoie juste simplement son access token, et ce que va faire Stripe, elle va contacter son équivalent IAM pour authentifier cette requête-là. Quel est le client qui me fait cette requête? Est-ce que cette authentification est valide? Et puis, l'IAM va retourner des informations concernant ce client-là, donc mon compte chez Stripe. Et là, ils ont quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ils ont une sorte de data store dans lequel ils vont dire, OK, pour ce client-là, donne-moi la version qu'a ce client. Donc, on a une gestion logique de la version et non pas une gestion par requête de la version comme on a l'habitude de voir. Donc là, ici, mon client, il est en V2. Et on voit que l'API de Stripe en production est en V3. Et là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont appliquer la même chose que ce qu'on fait quand on fait des migrations sur une base de données relationnelle, sauf qu'ils vont faire ça avec du code. En fait, ils vont appliquer une migration de ma requête, du format de ma requête, header, pass, query string, body. Ils vont transformer ça du V2 au V3. Et successivement, parce que ça pourrait être encore plus long que ça. Il faut savoir que Stripe, notamment sur Redsmith dont je vous parlais tout à l'heure, j'utilise une API qui remonte à 2012. Et ils ont fait plein de breaking entre temps, et ça continue de fonctionner. J'ai pas eu besoin de faire ma migration. Je dis pas que c'est une bonne chose, mais j'ai pas eu besoin de faire ma migration. Donc ça, votre requête, elle est transformée pour arriver en format V3. Ensuite, super, leur handler, qui est déjà en format V3, exécute la requête. Et bien entendu, moi j'attends une réponse au format V2. Donc, on a l'équivalent de V3 vers V2. Transformation de la réponse. C'est logique en fait. Et donc je reçois ma réponse au format V2. Alors ils ont expliqué comment ils faisaient. Donc ça c'est un article de 2017 sur leur blog. Donc Stripe c'est purement du Ruby. En fait, on a donc du code. Ça c'est leur changelog. Ici c'est cette classe-là définit les modifications qui ont lieu. Et juste en faisant l'introspection du code, ils sont capables de générer le changelog qui va bien. Est-ce qu'il y a des breakings, etc. Donc ils génèrent changelog et la doc. Et donc là, on vient normalement de résoudre le sujet du versionning. Le seul problème, c'est que c'est encore une grosse boîte qui l'a et que c'est pas encore devenu une commodité, qu'on n'a pas de librairie open source dans les différents frameworks qui nous permettent de gérer ça. Donc, à bon entendeur. Donc ensuite, on va vouloir gérer la backward compatibility. Donc la compatibilité descendante. Il y a la loi de robustesse qu'on trouve chez les principes Unix, mais qu'on appelle aussi la loi de Postel, qui consiste à dire que je vais être conservateur dans ce que je vais envoyer et libéral dans ce que je vais accepter. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est peut-être plutôt la partie conservateur sur ce qu'on envoie. Application Programming Interface, API, la partie interface, en fait, c'est un sous-ensemble d'une notion qu'on retrouve partout en informatique, qui est la notion de contrat. Tout est contrat chez nous, en fait. Alors, parfois voulu, parfois subi, ou même parfois implicite au lieu d'être explicite.
tout notre job va être de transformer les contrats implicites en contrats explicites, de passer par des schémas, de normaliser ce qu'on fait. Donc en fait, quand on veut tester une API, pour s'assurer ou pas qu'il y a une backward compatibilité, ben on va tester le contrat d'interface en fait. On va tester est-ce que quand je passe ce query-là, ce query param-là, j'ai bien les bons résultats. Et là tout de suite on se dit bah oui ok, on va faire des tests, on va écrire des tests, etc. Et en fait Twitter a une autre approche. Et ils ont rendu ça open source, je crois que c'était en 2016, 2015 aussi, qui fonctionne de la manière suivante. Donc ça en fait, ils souhaitent envoyer en production la V11. Et actuellement, en production, on a la V10. Donc ce qu'on voit ici, c'est pas des API de prod. On duplique du trafic de prod, mais on est sur un autre environnement. Et ce qu'on fait, c'est qu'on déploie la V11. Ici, on a le proxy qui reçoit toutes les requêtes qu'on a dupliquées de la production. Donc maintenant, c'est devenu une commodité. Avec du GoReplay, on fait ça super facilement. Ce proxy, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tripliquer la requête pour l'envoyer sur les 3 endpoints sous-jacents. Et derrière, Diffie va analyser pour le retour de l'API V10 s'il y a eu des changements. Est-ce que, par exemple, on retourne des timestamps? Et ça, il va l'enlever, parce que ça change à chaque fois, etc., etc. Donc, il enlève le bruit. Et puis ensuite, il va faire un comparatif entre la V10 et la V11. Et là, en fait, il va être capable de détecter est-ce qu'il y a un champ qui est passé d'une chaîne de caractères à un nombre. Par exemple, un booléen, une chaîne de caractères qui représente le true, pour transformer ça en vrai booléen. Ou est-ce que l'API ne répond plus, cette requête-là ne répond plus, passe sur une 500, etc. Et ensuite, à la fin, on filtre les différences. Et ce qui est très intéressant, et donc ils le remontent dans leur article, notamment quand ils ont introduit ça, c'est qu'on a un moyen automatique de déjà détecter tout un panel de régression, plutôt que d'avoir à écrire du code. Ça, attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de tests manuels, ça veut simplement dire qu'on réduit tout un pan des tests. On n'a plus besoin de les tester, ce type de problématique. Sinon, il y a l'approche habituelle qui consiste à dire je mets mon API dans un état connu, je fais une requête, je vérifie la réponse. Classique. Et l'intérêt de ce système-là comme Pact, c'est que ça marche sur peu importe le langage de programmation. Donc on avance dans le développement de notre API, on n'a même pas commencé à faire le métier, on voit encore qu'on a des choses à faire qui fonctionnent sur toutes les API. Notre API, elle doit avoir ça. Elle doit avoir de la pagination. Si notre API n'a pas de pagination, on va voir que ça pose des problèmes. On doit être capable de rechercher des entités dans cette API-là. On doit être capable de sortir les éléments, de faire du filtrage. On doit être capable de récupérer certains champs. Et on n'est pas obligé de faire du GraphQL pour faire ça. On peut faire ça directement en REST et on faisait ça depuis des années. Et on peut aussi faire du field expansion. Donc ça, c'est aller chercher des sous-éléments associés. Donc tout ça, j'en parle beaucoup plus en détail dans cette conf-là. Mais sur la pagination, je vais quand même revenir dessus. La pagination, ce que j'entends très souvent, c'est « Ah oui, mais on fera ça plus tard ». Le problème de faire ça plus tard, c'est qu'on a une complexité temporelle linéaire. C'est-à-dire qu'au début, ça a bien marché. Sur mon poste, ça marche. Une requête qui me retourne par exemple 10 éléments. J'envoie ça en production, ça marche à peu près parce que ça retourne aussi une centaine d'éléments. Sauf que si j'ai pas mis en place de pagination, c'est-à-dire que je n'ai pas limité le nombre d'éléments qui vont être retournés, qu'est-ce qui va se passer? Plus il y avoir de données en production, plus ça va prendre de temps à être exécuté et ça va créer des instabilités dans mon système. En fait, ça, c'est ne pas respecter un principe qui pour moi est le troisième le plus important d'informatique, c'est de tout limiter dans l'espace et dans le temps. Ça s'applique à de la sécu, ça s'applique à du développement. Ça là, tout limiter dans l'espace et dans le temps, ça c'est limiter dans l'espace ce que mon API est capable de retourner. Si j'accepte juste en entrée de mon API une chaîne de caractères, je ne dis pas si cette chaîne de caractères, j'autorise une chaîne qui fait 100 mégas ou une chaîne qui fait quelques kilos. Si je ne le fais pas, ne vous inquiétez pas, quelqu'un pensera à s'amuser avec. Et donc ce qu'on voit, c'est que plus on met ces choses-là en amont, plus ça va devenir habituel et on va être capable de mettre en place ces différents points sur son API rapidement. Bon, après, il y a des choses d'hygiène, comme dégager tout ce qui est des informations que nous fournit l'API. Donc ça, c'est de la sécurité par obscurité. C'est pas le meilleur système de sécurité, mais ça marche aussi. Et ce qu'on voit aussi comme autre pattern, c'est qu'on va vouloir toujours séparer l'état de la logique. On va vouloir, et notamment sur la partie logique, sur la partie état, pardon, on va vouloir stocker les données de manière immutable. Il y a 20 ans, on était, 40 ans, pardon, il y a 40 ans, stocker de la donnée de manière immutable, quand on avait le plus gros disque faisait 20 gigas, ça commençait à poser quelques problèmes. Mais là, en fait, on a maintenant des disques de 1 Tera en SSD, le sujet n'existe plus. Et ce qui est très intéressant quand on stocke la donnée de manière immutable, c'est que gratuitement, structurellement, on a une gestion, on peut revenir facilement en arrière, et on a aussi de l'auditabilité. Qu'est-ce qu'a fait, quelles ont été les données qui ont été changées sur mon applicatif?
Et tout comme les langages de programmation, enfin les designers de langages de programmation ont enfin compris que c'était plus intéressant d'être immutable par défaut plutôt que d'être mutable par défaut. Maintenant, les nouveaux langages font plutôt des constantes par défaut plutôt que de faire des variables. Normalement, ça en devrait être la même chose lorsqu'on gère de la donnée. Et toujours dans cette séparation de l'état et de la logique, ce qu'on voit, c'est que maintenant, on ne veut plus stocker des fichiers directement là où est le serveur. Quand on déploie nos applicatifs actuellement, la bonne pratique, c'est de mettre les accès disques en read-only. Et donc, on est bien obligé d'externaliser le stockage des fichiers. Et là, on va pouvoir utiliser de l'object storage. L'object storage, c'est simplement un système où on communique avec une base de données. Et c'est la responsabilité de la base de données de répliquer l'information et nous assurer sa haute disponibilité. Qui a déjà développé une API multitenant? Alors, mettons qu'on doive développer l'API qui va afficher les talks pour Tourentek. Donc on est sur notre environnement de développement, on fait une API avec une base de données et on se connecte à un IAM. Bon, l'IAM se trouve être en staging, on a récupéré des credentials, on les met ici, bien sûr on les met pas au niveau du code, on suit 12 factor, on met ça dans des vardanv ou autres. Et je vais rajouter une contrainte qui est de dire que pour chacun des talks, plus précisément chacun des speakers, il serait pas mal d'afficher leur dernier tweet. Ou Mastodon, si vous préférez. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est c'est très simple. On va créer une app chez Twitter, ça va nous donner des identifiants. On va stocker les identifiants là, pas dans le code encore une fois, et on va faire la requête sur Twitter pour récupérer les tweets de cette personne. Bon, on fait nos tests, ça marche, super. On arrive en staging. Bon, en staging, ok, très bien, je vais me connecter sur l'IAM. Par contre, là, je me dis, ah oui, mais j'ai une app chez Twitter que j'ai appelée TalksDev. Je ne vais pas vouloir utiliser l'app TalksDev pour mon environnement de staging. Je vais vouloir utiliser une autre app. Parce que si je fais de la merde sur mon dev, je ne veux pas que ça impacte le staging. Donc naturellement, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une autre app, ça nous donne d'autres credentials qu'on va gérer ici. Tout se passe bien, on arrive en prod. La prod, on ne déconne plus. Donc ce qu'on va faire, on se connecte sur l'IAM de production, donc c'est des credentials différents, et là surtout on se dit sur Twitter, non, je vais avoir une autre app, parce qu'il suffit qu'en staging, quelqu'un s'amuse et je me fais limiter mes accès, ça va pas le faire. Je veux que ma prod continue de fonctionner. Ok, donc on fait notre app. Vous voyez pas qu'il y a un problème là? C'est assez bizarre parce que dans beaucoup, voire l'intégralité des entreprises, on ne se pose pas trop de questions quand on communique à l'extérieur, sur un Salesforce, sur un Twitter, ce qu'on veut, un Google Doc, que sais-je. Mais par contre, quand on est sur des applicatifs intérieurs, internes à l'entreprise, là, c'est pas grave. On peut se connecter sur staging, il n'y a pas de problème. Mais chez Twitter, bizarrement, on se connecte que sur leur prod. Pourquoi est-ce qu'on ne se connecte pas sur le staging de Twitter? En fait, il y a une raison à ça. C'est que, tout comme on sait très bien qu'il faut faire une séparation entre le public et le privé, notamment dans la programmation objet, c'est exactement la même chose sur les environnements. Ça ne nous viendrait pas l'idée de taper sur l'environnement staging de dépendance externe, d'entreprise externe. Ou alors c'est qu'ils ont des pratiques de stratégie de test très douteuses. On normalement se connecte sur leur prod. Pourquoi? Parce que tout ce qui n'est pas production, c'est des environnements privés à l'équipe. L'équipe IAM, là, c'est pas parce qu'ils sont juste à côté de moi que l'environnement de staging, c'est un environnement public. Le seul environnement public qu'ils doivent maintenir, c'est l'environnement de production. Ici, ils peuvent avoir autant d'environnements qu'ils souhaitent, c'est des environnements privés. Et en fait, on en vient. Alors, là, ce qu'on voit, c'est que staging, notre environnement de dev et staging qui se connecte sur staging de IAM, ça ne devrait pas être le cas. Ici, ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur staging d'IAM. Moi, j'en ai rien à faire. Moi, ce qui m'apporte, c'est qu'ils maintiennent leur système de production. Et donc, du coup, on en arrive au point de se dire, ah ouais, en fait, les équipes doivent pointer sur la production des autres. Et donc, si on fait ça, la conséquence, c'est que mon staging et mon dev, ils vont pointer sur la production d'IAM. Ça veut dire que sur la production, comme chez Twitter, j'avais à la fois mes environnements de dev, staging et production qui étaient séparés logiquement par des applicatifs, par la notion d'app chez Twitter. Et bien sur l'IM, bonne nouvelle, on a la notion de royaume, et la royaume, c'est la même logique. Je vais avoir un royaume de prod, puis je vais avoir un royaume de talk staging et un royaume de talks dev. Et là se pose une nouvelle question. Oui, mais si j'ai d'autres personnes ou d'autres entreprises
qui veulent pointer sur ma production alors que eux sont en dev. Et en fait, on voit que c'est une chaîne qui continue comme ça. Et oui, en fait. Et ça veut dire qu'au moment où je vais concevoir mon API, il faut aussi que je l'anticipe le multitenant. Alors, ça a des effets très bénéfiques. Il y en a un que votre boss va être super content, c'est que c'est des opportunités business. Une fois que vous avez développé votre API de gestion des talks pour Tour Tech, vous êtes capable de la commercialiser ou de l'ouvrir à d'autres avec déjà un découpage logique des données. Et en fait, on retrouve cette notion d'app. Vous allez retrouver les workspace si vous faites du Postman. Vous allez retrouver tous ces systèmes-là, app, royaume, workspace, organisation, site web. En fait, à chaque fois, c'est du multitenant. C'est un découpage logique. Et du coup, ça va avec la notion de l'entreprise devient une plateforme. Chaque API qui est développée, elle ne fait pas confiance au reste du monde et elle s'authentifie via un IAM. Et cette API-là, elle est à la fois utile pour de l'interne, mais je peux aussi la commercialiser pour de l'externe, dès le premier jour. Si je ne le fais pas pour... même s'il n'y a pas de commercialisation à l'externe, ce sont les autres équipes qui vont dépendre de mon API qui vont me remercier, parce qu'ils vont pouvoir automatiser leurs tests sur mon environnement de production et pas se plaindre constamment que staging est tombé, ou que cal, ou que int, ou tel autre nom d'environnement super fou. Et en fait, l'entreprise, ça va devenir un utilisateur parmi d'autres de votre API. C'est un tenant parmi d'autres de votre API. Et on peut faire ça notamment grâce à l'IAM. Deux questions qui arrivent à chaque fois, j'en vois beaucoup qui sont en train de réfléchir à ça. Deux questions qui viennent à chaque fois. Comment est-ce qu'on fait les tests end-to-end avec cette approche-là et comment on fait les tests de perf? Bon, là, je vous avoue, il nous reste 13 minutes 25 secondes, donc je ne vais pas pouvoir répondre à cette question, mais je pourrai répondre après. Il y a un tout petit bouquin qui a été écrit par Susan Fowler, qui était une ingénieure chez Uber, qui explique ça, qui explique comment est-ce qu'on fait avec... Alors, eux, c'est un autre niveau, ils ont 1600 ingénieurs. Mais comment est-ce qu'on fait pour maintenir cette approche-là sur un système en ultra microservice? Attention, je ne dis pas que c'est une bonne idée de faire du microservice, mais chez eux, voilà. Et donc, il répond à ces deux questions-là. Je pourrais y répondre après si ça vous intéresse. Il y a une autre approche qui est complémentaire, qu'on retrouve encore une fois chez Stripe, qui consiste à avoir un mode test et de prod. Donc ça, c'est vos équipes, vos développeurs qui font du test qui vont vous remercier. En fait, on le voit ici, donc là, on a les différentes versions qui sont utilisées. Donc soit on demande explicitement une version, soit c'est la version par défaut qu'on voit ici, là, qui est là. Ça, ici, on était sur une autre API. Et à droite, là, on a est-ce que je peux passer en mode test ou pas? Et quand je passe en mode test, en fait, je peux être sur une version totalement différente, j'ai des clés d'API différentes, etc., etc. En fait, j'ai encore un isolement. C'est une forme de multitenant. Ça marche aussi. Sauf que là, c'est du test, alors que je peux avoir qu'un seul environnement de test. Ce qui est très intéressant avec l'approche précédente, c'est que je peux avoir plein d'environnements de test de plein d'équipes différentes. Toujours dans ce respect de tout limiter dans l'espace et dans le temps, quand on implique ce grand principe aux API, en fait, on voit que, alors ça, c'est ça, la majorité du temps, on a d'abord souffert avant de réaliser cette chose-là, c'est que tous les appels qui sont faits en dehors de notre API, soit vers une base de données, soit vers un appel réseau, ça va merder à un moment donné. Il va y avoir des latences réseau, il va y avoir des coupures réseau, quelqu'un va se prendre les pieds dans le switch, enfin bon, voilà, ce genre de choses. Et donc, on va devoir gérer ça, on va devoir gérer les timeouts. Alors, petite astuce pour ceux qui font du PostgreSQL, votre base de données, normalement, à chaque requête qu'on fait sur elle, en tout cas au niveau transactionnel, on va pouvoir préciser un statement timeout pour dire si ma requête prend plus de 100 millisecondes à être exécutée, tu arrêtes tous les traitements que tu fais, ça sert à rien. Tu me retournes une erreur. Ça c'est super, parce qu'on n'a plus besoin d'avoir ce fameux bug des ma base de données est en train de mouliner, etc. Bah non, puisque j'ai limité dans le temps l'exécution de ma requête. Ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois qu'on fait ça, ça veut dire qu'on met des timeouts sur tout ce qui sort de notre API, tout ce qui passe par le réseau, ou tout ce qui va sur le système de fichiers, en fait tout ce qui est de l'IO. On va devoir gérer explicitement les erreurs. Et donc, on va arriver sur ces deux sujets qui vont être, ok, ben, je vais peut-être devoir faire des retries, ou alors je vais devoir avoir un plan B, ce qu'on appelle aussi circuit breaker. Et bien sûr, sur les API, de manière générale, mais comme n'importe quel applicatif, on va vouloir s'appuyer sur des tests. Alors après, il y a des différents types de tests, notamment sur les API. Il y a les post-deploy tests. Si je fais du déploiement continu, j'ai envie aussi d'exécuter des tests une fois que c'est déployé, pour savoir si je dois rollback ou pas automatiquement. Et qui ici travaille sur un projet qui n'a aucun test? N'hésitez pas à lever la main. Ok. Alors, petite astuce, un truc qui marche très bien pour juste mettre le premier pas, pour déjà un peu moins serrer les fesses quand on envoie en production, c'est ce qu'on appelle les smoke tests. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est celui qui, je pense, rapporte le plus avec le moins d'investissement. C'est identifier les 3 grands scénarios qu'il y a sur votre applicatif. Par exemple, une personne se crée un compte et elle ajoute un nouveau projet, et dans ce projet-là, crée une nouvelle tâche, si vous faites un système de ticketing.
Et ou alors une personne s'identifie et puis ensuite s'authentifie et ensuite elle crée une nouvelle tâche où elle va lire une tâche. Mettons ça c'est 2 scénarios. Simplement automatiser ces scénarios-là en mode boîte noire, c'est-à-dire que je fais juste des requêtes et j'ai mon scénario qui s'exécute comme ça. Et ce test-là, ces 2 tests-là, je vais à la fois pouvoir les appliquer avant de déployer, mais aussi, par exemple, toutes les 5 minutes en production. Oui, effectivement, ça va créer un compte toutes les 5 minutes en production. Mais on s'en fout un peu. On est en 2020, ça coûte pas cher de créer un nouveau compte, si on regarde en termes de données. Et l'intérêt, c'est que proactivement, sur une entreprise qui n'avait aucun test, je vais être déjà alerté si mes scénarios nominaux, essentiels, ont un problème ou pas. Plutôt que d'attendre qu'un client me dise, au fait, ça marche pas votre truc. Donc ça, c'est la première étape. On est d'accord qu'il faut aller plus loin après. Et on n'est pas encore parti en production, mais il y a d'autres choses qu'il faut qu'on configure. Le rate limiting. Le rate limiting, ce n'est que la conséquence de tout limiter dans le temps. Je vais vouloir mettre en place du rate limiting. Combien de requêtes je peux faire par endpoint ou de manière générale, c'est pas grave. Et puis aussi sur les serveurs, ça sert à rien de mettre un nombre extrême de sockets ouverts. Je peux limiter aussi ça. Encore une fois, le fait de faire ça, c'est que ça me permet d'être alerté proactivement quand il y a des personnes qui ont atteint le rate limit ou alors quand mon serveur est saturé. Si je le fais pas, ça va merder, mais ça va être très implicite dans mon système. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il suffit de regarder ce que font les gros depuis 10 ans pour voir ce qui va arriver chez nous dans 10 ans. Les orchestrateurs, jusqu'à les années 2010, quand on développait nous-mêmes notre orchestrateur, c'est un poids extrêmement fort et c'était très difficile d'industrialiser ça. Mais en fait, chez Google, avec Borg, ils faisaient ça depuis des années. Et quand on voit donc ok, maintenant les orchestrateurs, c'est devenu une commodité, certes. Là, il y a peut-être un sujet sur les quotas. Les quotas, oui, il y a quelques API projets open source, reverse proxy qui nous gèrent les quotas, mais on n'est pas encore à ce niveau-là d'industrialisation. À chaque fois qu'Amazon ou que Google ou que Microsoft, etc., Alibaba, sort un nouveau service, tout est sous quota. Il limite tout dans l'espace, où dans le temps. C'est super intéressant. À la fois, ça protège et ça nous permet de garantir un certain niveau de disponibilité, et en même temps, c'est des leviers de business. Tu veux faire plus, d'accord, tu vas plus payer. Donc là, on arrive sur la partie déploiement. Encore une fois, il y a plein de principes qui ont été passés sur la partie déploiement. Vous aurez dans la checklist. On va devoir configurer l'alerting et les runbooks. Parce qu'il n'y a rien de pire que en tant qu'être... Bon, je vous laisse le temps de lire. En tant qu'être humain, on n'est pas payé à regarder des dashboards à longueur de journée, aussi beau soit-il. Donc en fait, et ça c'est quand même important de le rappeler, je pense, c'est que le monitoring sans alerting, ça sert à rien. Je préfère faire des beaux dashboards, c'est très bien, mais si je ne suis pas alerté quand quelque chose va mal et que je ne peux pas résoudre rapidement le problème, c'est un peu contre-productif. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que quand ça va mal, une fois que l'alerte est déclenchée, je vais vouloir préciser au sein de l'alerte, celui qui va créer l'alerte, je vais devoir préciser, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc là, c'est ce qu'on retrouve la notion des runbooks. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce projet de GitLab où ils open source toute leur manière de faire. Si vous créez une alerte, si moi en tant que développeur je suis dans une équipe et je crée une alerte parce que je sens que tel problème peut arriver sur l'API, dans la description, vu que c'est pas forcément moi qui va avoir à traiter cette alerte-là, dans la description, je vais expliquer à la personne, je vais mettre à la place de la personne, qu'est-ce que tu dois faire? C'est quoi les opérations court terme que tu dois faire et qu'est-ce que tu dois investiguer pour lui faire gagner du temps. Donc encore une fois qu'on a mis du monitoring, sans alerting, ça sert à rien. Et dans les alertes, si on met pas de runbooks, on va perdre beaucoup de temps. Puis après, il y a les grands classiques. Donc, du coup, on voit que ce smiley n'est pas très content, mais générer la documentation, c'est un grand classique. Alors générer, pas écrire à la main la documentation dans un PDF ou un document Word. Générer les clients SDK, et on va même vouloir tester la documentation. Alors pour ceux qui connaissent OpenAPI Swagger, j'avais expliqué comment on pouvait industrialiser l'intégralité d'un SaaS avec même générer automatiquement les librairies, les maintenir à jour en étant une seule personne et en générant tout ça. Mais il y a aussi une autre approche qui consiste à dire je vais écrire ma doc, et en fait c'est ma doc qui simule des requêtes HTTP et c'est elle qui va exécuter mes tests. C'est intéressant, je sais plus qui fait ça. C'est Apiary qui fait ça, donc ça s'appelle Dread. Et puis on a les grands classiques aussi qu'on retrouve sur d'autres choses, pas que sur les API, mais c'était important aussi de le souligner. La mise en place du CI/CD. Alors CD, on va voir un peu plus. Au tout début, on avait ce qu'on appelait le restart deployment. Et ça ne nous posait pas tellement de problèmes. Il y avait juste une interruption de service, mais après tout, pourquoi pas.
Ensuite, on a fait une évolution, on s'est dit on va faire du blue-green deployment. En fait, c'est comme du restart deployment. C'est juste qu'on a deux plateformes et puis on a un load balancer en frontal. Quand on déploie la nouvelle plateforme, on redirige le trafic, ça marche. Mais ça reste du restart deployment. Là où il y a eu quelques petits frottements, c'est quand les PaaS, les plateformes as a service, sont apparues parce qu'ils ont mis en place, ils ont facilité la mise en place du rolling update. Et le rolling update, c'est pas la même chose. C'est qu'à un même instant, je vais avoir à la fois ma version N-1 et ma version N qui vont tourner pour peu que j'ai plus de un réplica, ce qui est sain à mettre en place. Et actuellement, alors n'hésitez pas à me corriger si vous avez encore mieux, mais le top du top, c'est le Shadow Launch, Canarying, Rolling Update. Alors Shadow Launch, on en a parlé tout à l'heure, ça vous pouvez le mettre en place très facilement, c'est on prend du trafic de prod et je l'envoie sur un autre environnement. Mais cet environnement-là, tous les effets de bord qui vont être générés, c'est sur sa base, etc. Ça c'est assez intéressant pour voir si j'ai des régressions ou pas de manière plus ou moins automatique. Ensuite le canarying, là vous connaissez, qui n'a jamais entendu parler du canarying? Ok. Donc, pourquoi ça s'appelle un canary? Parce que les miniers, quand ils allaient dans les mines, emmenaient avec eux des petits canetons qu'ils mettaient devant, et si le caneton mourait, c'est qu'il n'y avait plus d'air. Du coup, vous voyez ce qui se passe avec votre applicatif. On envoie l'applicatif en production, sauf qu'on ne lui donne pas 100% du trafic. On lui donne par exemple un sous-ensemble du trafic. Ça peut être par exemple que la côte Est des États-Unis, ou alors si c'est uniquement local, ça peut être que 1% du trafic. Et on regarde comment ça se comporte. Est-ce que c'est plus lent? Est-ce que ça consomme plus de RAM, plus de CPU, moins de RAM, moins de CPU, plus d'accès disque, plus d'accès réseau? Est-ce qu'il y a des 400? Est-ce que ça génère plus de 400, de 500, etc. Est-ce que c'est plus lent en latence? Et du coup, en fonction de ça, on va vouloir rajouter plus ou moins de canards. En version courte, on va pouvoir mettre plus en plus de réplicas jusqu'à la fin remplacer notre ancienne version par la nouvelle version. Et donc ça, on le fait en rolling update. Alors du coup, comme je vous le disais, ça devient maintenant une commodité. Avant, ça, c'était que chez les gros qui avaient des grosses équipes de développement et d'infrastructure pour mettre ça en place. Maintenant, on a GorillaPlay qui va nous permettre de faire de la copie de trafic de prod. Istio, Weaver, ils vont plutôt nous aider à faire du canarying. Il y a plein d'autres principes. Et là, c'est qu'un sous-ensemble. Si vous voulez avoir la checklist, alors, il y a certains principes que j'ai parlé ici, je les résume dans un bouquin qui s'appelle No Bullshit Tech Lead. Si vous voulez avoir à la fois les informations sur le bouquin et la checklist, il suffit juste de vous inscrire sur l'adresse en haut à droite. Merci. Donc il nous reste 2 minutes 18 si vous avez des questions. Sinon je serai juste à côté après. On pourra discuter. Pensez à voter au bingo pour tous les speakers, même les talks que vous avez vus ce matin. Bon ben, ok, merci.